Mais très ravi de vous accueillir chez BPCE, surtout dans cet auditorium que j'apprécie. Il y a quelques années, je travaillais là et j'étais en train de me dire qu'on a fait des rencontres avec Zelros à l'époque sur un chatbot, 2017-2018. Mais on va parler de toute autre chose. Néanmoins, je trouvais intéressant quand on a fait la préparation du comité éditorial de faire intervenir et en tout cas d'axer la conversation sur la transformation des pionniers. Vous savez, quand là, on est dans la session des pionniers, en général, les pionniers montrent comment ils sont avant-gardistes. Et puis, on a la séquence des grands témoins qui, finalement, essaient de s'adapter. Mais là, ce que je trouvais intéressant, c'était que l'IA bousculait également des players qui étaient pionniers en 2017, mais qui aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA générative, doivent également se réinventer. Donc, on va faire un focus là-dessus. Donc, je suis ravi d'accueillir donc Christophe Bourguignat, Earnix, donc qui a racheté Zelros, et le focus sera plutôt sur la fonction Zelros, mais peut-être tu diras quelques mots chez Earnix. Et puis Thomas Solignac, qui est le cofondateur de Cairo.ia. Merci d'avoir accepté de témoigner. Et sans plus attendre, on va parler, peut-être avec toi Christophe, pour commencer. Finalement, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un ancien de la maison Zelros, Damien, un petit clin d'œil à lui, où un jour on avait échangé et il m'avait dit, Olivier, on a des data scientists, et puis avec l'arrivée de l'IA générative, on se pose plein de questions. Je ne sais même pas si on va avoir encore besoin de data scientists. Alors ça m'avait interpellé à l'époque, on était, je crois, en 2023 au tout début 2024. Et donc j'aimerais savoir un petit peu comment Zelros a appréhendé cette partie expertise qui, avec cette arrivée, pouvait remettre en cause le cœur de ses compétences métiers. Oui, effectivement, Olivier, alors pour retracer un petit peu mon parcours, moi je suis devenu data scientist en 2012-2013. Donc à l'époque, les mots-clés c'était Big Data. J'étais rentré au Data Innovation Lab d'AXA avec ce papier de Harvard Business Review. À l'époque, c'était data scientist. Est-ce que ça va être le job le plus sexy du 21e siècle? Donc j'étais un des premiers data scientists chez AXA. En 2016, donc j'ai créé Zelros. Là, les mots-clés, c'était machine learning, ça a commencé deep learning. Voilà, on n'était pas encore du tout dans la partie IA ni LLM. Et donc c'est là qu'on a recruté effectivement beaucoup de data scientists. Donc beaucoup de data scientists, c'est spécialistes de la préparation de données, de la création de modèles spécifiques, cas d'usage par cas d'usage. Donc on avait des spécialistes du langage qui faisaient des modèles de détection de sentiments, par exemple, dans les messages écrits. On avait des experts de la vision qui faisaient des modèles d'extraction d'informations dans des données. On avait des experts plutôt sur les données tabulaires. Je vais aller assez vite et arriver le fameux 30 novembre 2022 et donc l'arrivée de ChatGPT et son équivalent, où là, on a compris très vite que tous les modèles qu'on avait fait un petit peu à la main, finalement, ces modèles pré-entraînés, donc ChatGPT, OpenAI, etc., savaient à cette époque faire aussi bien. Donc, il a fallu prendre une décision assez radicale de mettre à la poubelle beaucoup de nos modèles et de nous concentrer sur des modèles aussi qui ont des propriétés donc, qui permettent à la fois ces modèles de traiter de l'image, de traiter de la parole, de traiter du texte. Donc finalement, on s'est aperçu que toutes les spécialisations de data scientists avaient aussi explosé. Le spécialiste finalement du langage ou le spécialiste de la vision ou le spécialiste des données tabulaires, tout ça ne faisait qu'un, en utilisant ces modèles qu'on appelle multimodaux, donc avec LLM. Et autre chose, on s'est aperçu aussi que finalement, pour mettre en place ces modèles, il n'y avait plus besoin vraiment d'entraîner les modèles de data science, c'était beaucoup d'engineering, donc de cloud, de sécurité. Donc on avait vu à ce moment-là aussi que les équipes IT, qui étaient peu considérées comme des fonctions support, devenaient maintenant des acteurs au cœur du produit, parce que c'était eux qui savaient mettre en production des modèles LLM, c'est eux qui savaient les monitorer, c'est eux qui savaient effectivement les faire monter à l'échelle. Donc on a reconverti nos data scientists. Alors, certains sont partis pour rejoindre des assureurs, par exemple, pour faire de l'actuariat ou des domaines du machine learning où restera quand même des modèles à la main, et sont restés donc les développeurs
les DevOps, côté infrastructure. Et enfin, je termine, là, la dernière tendance, c'est évidemment les développeurs qui sont maintenant complètement boostés avec le vibe coding et qui aussi, littéralement, quasiment n'écrivent plus une ligne de code, mais deviennent des superviseurs, effectivement, de robots qui génèrent du code. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, alors juste pour peut-être compléter ton éclairage, donc je comprends que c'est venu assez vite. Si tu peux nous donner juste une notion d'horizon de temps et puis aussi comment ça coexiste finalement au sein de l'entreprise. Ouais. Dans l'horizon de temps, donc effectivement 30 novembre 2022, donc dès 2023, là il y a eu cette reconfiguration des data scientists et l'utilisation des LLM au centre du produit. Et je dirais le vibe coding. Il y a encore un an, c'était voilà, pas quelque chose qu'on pouvait utiliser en production. Donc le vibe coding, je dirais c'est milieu d'année dernière que ça a commencé à se faire. Donc nous, on avait la chance d'être une entreprise à peu près d'une 50aine de personnes. Donc évidemment, par rapport à des grands groupes, on est beaucoup plus agile et on a mis à peu près un an pour se reconfigurer. Là, Earnix, avec qui donc on a fusionné, c'est à peu près 400 personnes. Donc ça reste de l'agilité, mais là, on sent d'autres enjeux de effectivement amener des outillages d'IA comme ça a été avant dans toutes les fonctions métiers, les équipes finance, les équipes produits. Dernière petite chose, l'impact sur les équipes produits également. Les designers qui jusqu'à présent faisaient des designs dans des outils comme Figma ou des choses voilà, des écrans, maintenant de plus en plus eux aussi utilisent le vibe coding comme Cloud Design ou Lovable et génèrent du code, voire on commence à avoir des product owners qui font des push et des commits dans la base de code sur des évolutions de produits assez simples, type le bouton, au lieu qu'il soit rond, je veux qu'il soit carré. Voilà, au lieu que le product designer fasse une spécification et qu'il y ait un aller-retour avec le dev, en vibe codant, le product owner peut faire une modification du code qui est revue par un spécialiste, un développeur, et ça facilite. Voilà un petit peu les dernières tendances qu'on voit aussi depuis ces 3-4 derniers mois. Merci, c'est très intéressant. Donc effectivement, ça a pas mal bousculé les profils, le recrutement et la manière de travailler, y compris pour des pionniers. Thomas, toi, je te laisserai présenter brièvement un petit peu le cabinet en 2 minutes. Mais donc toi, tu accompagnes donc les grandes entreprises dans le déploiement donc des cas d'usage IA. Pour cette séquence pionnier, ce qui je trouvais intéressant, c'est de savoir, toi, pour rester up-to-date finalement, comment ça fonctionne à l'intérieur et comment vous restez finalement à jour et à la vitesse un petit peu des nouveautés de l'IA. Oui, alors chez Cairo, notre spécialité, c'est tout ce qui est de l'automatisation du cœur de métier des entreprises, en particulier tout ce qui est redesign des processus. Donc ça passe par tout ce qui est process mining, réécriture de la chaîne de valeur, réorganisation des processus, des produits, même parfois des services autour. Et avec un sujet clé, qui n'est pas toujours celui qui arrive en tout premier, mais qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la disruption, c'est-à-dire de tous les cas où l'IA va venir proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, et on n'est pas juste dans une équation économique équivalente ou dans une équation économique nouvelle. C'est pas ce qui arrive en premier, on l'a mesuré d'ailleurs avec le BPI il n'y a pas si longtemps. La disruption, c'est plus difficile, c'est plus rare, mais voilà, même ces réécritures de valeur interne, ces changements dans la manière dont on produit de la valeur avec de l'IA, c'est un impact considérable. On pense souvent l'IA, l'automatisation, ça vient finalement rendre plus puissant ou automatiser des chaînes de valeur existantes. C'est pas vrai, ça les modifie, ça les change, et donc il faut prendre appui là-dessus positivement. Et effectivement, ça engage un enjeu qui est réel, qui est de dire comment on reste à jour, sachant qu'aujourd'hui, il faut le dire très simplement, même les experts sont en difficulté sur le fait d'avoir, je dirais, une veille, un suivi, des prises de position technologiques qui sont suffisantes, enfin, tout le monde est en difficulté pour rester suffisamment à jour. Alors ça pose même la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être à jour et ça veut dire quoi l'expertise? On est dans un moment où l'IA, c'est un grand mot, qui fait, je dirais, paravent pour beaucoup de choses. Fondamentalement, il y a plusieurs sous-secteurs, heureusement, dans l'IA. Il y a des experts chez nous qui ont à la fois, pour certains, des perspectives plutôt, purement techniques sur comment on va être capable de produire du code très vite. Pour d'autres, ça va être, de la production pour certains types de métiers ou pour certains types d'industries. Et en fait, aujourd'hui, globalement, pour l'IA, de ma perspective, la manière la plus juste et la plus pertinente de rester à jour sur un certain nombre de sujets, c'est encore d'avoir un peu de spécialisation tout de même. C'est très difficile d'être resté à jour sur tout le temps.
Et globalement, ce qu'on a mis en place culturellement chez nous, qui est très important, c'est une culture de l'essai, de l'exploration et de la découverte. Et dans la manière même dont sont pensées en fait nos relations avec nos clients et nos relations même avec mes collaborateurs, on est tous très liés au succès. Ça veut dire que bon, toutes mes relations avec mes clients, si ça marche pas, le client paye pas, pour faire très simple. Et mes collaborateurs, de la même manière, sont liés à ça. C'est-à-dire que j'ai des collaborateurs qui sont très liés à de la réussite sur toute leur manière de fonctionner. Et donc, ils ont tout intérêt en fait à explorer, à tester, à découvrir, à faire de nouvelles choses, puisque plus ça fonctionne pour eux, plus ça fonctionne pour moi, on arrive à faire de nouveaux projets, etc. Et donc, on a mis en place et on a nourri une culture de l'expérimentation et de l'augmentation permanente de la performance. Donc, on a une vision long terme qu'on retravaille de temps en temps et on a une amélioration continue de terrain qui fait que nous-mêmes, chez nous, à une échelle importante et avec beaucoup d'exigences, on fait ce qu'on promet à nos clients. Donc des processus automatisés de bout en bout, de l'IA au cœur du processus, avec beaucoup de maîtrise, de fiabilité et à chaque fois en essayant d'intégrer les choses les plus modernes, mais en étant transparent sur le fait que c'est très difficile de se dire voilà, comment je fais le tour de tout ce qui est sorti dans ces 3 derniers mois qui pourrait être pertinent pour tout. Ça prend du temps. Heureusement, on a une équipe qui grandit tous les jours et donc on a de plus en plus de têtes chercheuses, mais ça prend du temps d'explorer. Voilà, c'est un vrai sujet. Justement, en termes de, alors le terme est un peu fort, mais comment on gère l'obsolescence des compétences pour un cabinet qui est quelque part tagué expert et doit accompagner les grands corporates? Oui, alors on ne bosse pas avec des experts qui sont, je dirais, experts de quelque chose de déterminé au sens des compétences. On bosse avec des experts dont la compétence fondamentale, c'est le fait de rester à jour. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que on sait que nos experts, euh, toutes les personnes chez nous qui viennent créer de la valeur, que ce soit sur des partenaires stratégiques ou des développeurs qui viennent mettre en œuvre les programmes IA, dans les 2 cas, on sait que ce sont des personnes dont la caractéristique principale à valoriser, c'est de se remettre en cause en permanence sur ce qu'ils pensent savoir et la manière de bosser. Ça a été un vrai sujet, hein, c'est pas juste un slogan. C'est-à-dire que, par exemple, pour les développeurs, c'est hyper difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui encore qui se disent bon, l'IA, peut-être que ça code pas si bien, etc. On n'est pas trop sûr. Et alors, depuis 6 mois, ça s'est un peu accéléré, mais tous les développeurs sont pas encore parfaitement à l'aise avec la prépondérance de l'IA dans le développement. Pour une partie, ils ont raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser tomber le code et se dire OK, on produit de la masse de lignes de code, on ne regarde pas trop et puis on verra ce qui se passe. La ligne de code, c'est quand même quelque chose d'important. Quand on la maîtrise bien, on est plus efficace. Et en vrai, le codeur moderne de qualité, il ne fait pas du 100% codé par l'IA. Il produit des architectures, il organise les choses, il crée des boîtes, des systèmes, ce qu'on appelle même parfois des patterns. Et en fait, l'architecture devient prépondérante. Et le rôle de l'IA, c'est de venir déployer ces architectures je dirais en respectant bien ce système. Et quand le système est mis en place, c'est une autoroute. Voilà. Et il y a des développeurs qui n'ont pas passé le pas, c'est un fait. Et donc, pour nous, le travail, c'est pas forcément d'aller chercher des hyper spécialistes, c'est plutôt d'aller chercher des personnes qui sont dans ce mindset, dans cette capacité d'aller surfer sur les choses qui existent sans pour autant être noyé sous l'effet de mode, parce qu'il y a des effets de mode partout. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Maintenant, Christophe, donc quelque part, vous êtes disrupté vous-même, on peut le dire, même si le terme est un peu galvaudé parfois. Qu'est-ce que serait le message pour les corporates, les assureurs, les mutualistes qui sont dans la salle pour justement appréhender correctement cette transformation qui est à la fois effectivement, qui est approchée ou appréhendée par les outils, mais a priori, c'est pas que des outils, c'est des compétences, on vient de le voir, mais c'est également de la culture. Oui, bah le premier conseil, ça serait voilà, au maximum de permettre aux employés d'utiliser ces nouveaux outils. Encore une fois, nous, chez Earnix, donc on est 400 personnes, il ne faut pas considérer que c'est un grand groupe, mais ça devient quand même d'une taille importante. On a la chance d'avoir quasiment accès nos limites à tous les outils modernes, de Claude au copilote, avec des plafonds très élevés qui théoriquement peuvent atteindre plusieurs milliers, jusqu'à 5 000 euros par employé. En fait, voilà, tout le monde n'utilise pas au plafond, mais c'est pour montrer voilà, l'image. Alors oui, ça va coûter de l'argent, mais je pense qu'il faut le voir comme un coût. En fait, il va y avoir des vases communicants probablement. Et nous, on le voit, on commence par exemple à éteindre des SaaS traditionnels ou de faire un peu la chasse à des logiciels qu'on n'utilise plus. Donc, je pense qu'il faut se préparer effectivement à rebalancer
complètement le PNL et là où va l'argent IT d'une entreprise pour être confortable avec peut-être demain par employé des coûts de plusieurs milliers d'euros. C'est ce que dit voilà, le patron de Mistral. Peut-être que demain, on aura des coûts de je sais pas, 4 000 ou 5 000 euros par employé en utilisant IA. Mais au final, l'entreprise sera plus performante parce que derrière, elle aura fait de la croissance sans augmenter ses effectifs. Elle aura réduit des coûts cloud par ailleurs. Par contre, effectivement, 90% de ces coûts d'outillage seront des coûts d'IA. Alors, ça pose la question de la concentration parce que si on imagine que voilà, il y a un ou deux acteurs leaders qui vont fournir ces outils. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement qu'une société où tous ces coûts d'outils vont dans les poches d'un ou deux acteurs. Mais ça pose d'autres problèmes de diversification. Et donc ça aussi, c'est l'autre conseil que je donnerais, c'est de diversifier, de tenter autant que possible de ne pas concentrer sur un seul acteur, de faire foisonner effectivement l'usage, et puis à un moment donné de rationaliser. Donc ce qui nous arrive voilà, chez Ornix, par exemple, avant on avait du Lovable plus du N8N plus du Cloud, donc on commence à demander à tout le monde d'en arrêter, d'en arrêter certains. Et pour terminer, on voit aussi le deuxième step, on commence à nous demander, là pour l'instant chacun est un peu dans son environnement d'IA, on commence à avoir des répertoires partagés entre collaborateurs, donc des contextes partagés. Je pense que ça va être un petit peu ce qui va arriver après l'été. C'est la capacité de l'entreprise, une fois que chaque collaborateur a maintenant fait bien appréhender son copilote avec son travail quotidien individuel, de pouvoir faire des projets collaboratifs avec des copilotes ou équivalents au milieu via ces capacités premièrement, partage de contexte, et deuxièmement, de mémoire de contexte. Donc, aujourd'hui, je pense que, comme beaucoup, on utilise ces IA à chaque fois qu'on a un sujet, de rouvrir un nouveau thread ou un nouveau contexte. Mais on va aller de plus en plus, je pense, vers également des choses mémorisées. Et c'est là où ces IA ont des capacités impressionnantes de mémoire, voire des capacités, lorsque la mémoire devient trop grande, à se faire un résumé de sa propre mémoire pour la faire tenir. Donc c'est un peu ça les tendances que je vois. D'accord, très bien. Thomas, je vois que le temps s'écoule vite. En fait, pour toi, j'avais échangé et j'avais partagé par mail le fait que finalement, qui c'est qui devait piloter la transformation IA? Est-ce que c'était les data scientists? Est-ce que c'était les prompt engineers? Est-ce que c'est le métier qui doit le faire? Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Oui, la question du pilotage, elle est difficile. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'observe, c'est que les endroits où ça se transforme avec le plus d'efficacité, c'est à la fois une main de fer en haut et une adhésion en bas. C'est-à-dire que globalement, si on a des dirigeants qui sont un peu mous dans le cheminement, ça ne marche pas. Si on a des métiers qui sont réticents, ils vont réussir à faire blocage d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas se faire sans eux. Voilà. Et donc, on a toujours besoin d'avoir ces deux niveaux-là. Quant aux compétences qui sont impliquées, moi, je n'ai pas de data scientist chez moi. J'en ai pas parce que ça ne fait pas sens vis-à-vis des types de projets qu'on gère. Ça arrive 5% du temps. Je suis en mauvaise langue. Donc 5% des cas, on en a. La raison à ça, c'est que il y a quelques années, on faisait beaucoup de projets qui étaient liés à des sujets effectivement de ML ou machine learning ou deep learning. Ce qu'on nous demande beaucoup aujourd'hui, en très grande partie, et ce qu'on fait principalement, c'est beaucoup d'automatisation de processus métiers. Et en fait, ça peut paraître étrange, mais il n'y a pas beaucoup de machine learning ou de deep learning dedans. Les LLM ont résolu beaucoup de problèmes et en fait, on fait beaucoup de modélisation métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles, quand on peut, et on le fait un maximum, on essaie de prendre un métier et plutôt que d'essayer on va dire, de le modéliser ou de trouver des résultats par de l'exemple ou de la data, on va essayer plutôt de comprendre quelles sont ses connaissances sous-jacentes et ces processus décisionnels qui le déterminent d'une manière qui soit à la fois claire, reproductible et, si possible, le maximum possible déterministe pour qu'on ait des résultats de qualité. Et c'est ça qu'on vise, c'est ça qui a le meilleur impact et c'est ce qui fait qu'on arrive à prendre aujourd'hui des entreprises qui sont assez grosses, des boîtes qui font 2000, 3000 personnes, à prendre leur cœur métier, c'est-à-dire ce qui occupe littéralement 95% de leur CA, et à l'automatiser de manière efficace, tangible, en un temps qui n'est pas si long. C'est parce qu'on prend ce chemin d'aller clarifier, processiser,
le cœur vraiment du métier d'une manière carrée. On ne fait pas que balancer de la data dans l'IA. Voilà. Et ça, c'est peut-être le plus important aujourd'hui pour moi en termes de compétences, c'est cette capacité à process design. Très bien, moi je pense que c'est le métier, mais je suis pas objectif. Je me suis en réfléchissant, je crois que j'avais dit sur LinkedIn qu'on n'avait pas confié la transformation digitale à des développeurs de sites web, alors pourquoi confier la transformation IA à des data scientists? Peut-être juste pour terminer, en un mot, quelle serait la recommandation que vous donneriez à un dirigeant dans la salle pour sa transformation, réussir sa transformation à l'ère de l'IA? Bon, moi, je dirais tout simplement, voilà, il faut y aller, puis être humble, considérer que tout ce qu'on va tester, il va y avoir voilà, de l'échec, mais plus vite on découvre cet échec, et plus vite on sera prêt à ce qui va être après. Même voilà, comme disait Thomas, maintenant, en tant qu'expert, on est étonné tous les jours, on croit avoir atteint le maximum de ce que la technologie sait faire, et je pense qu'on peut se retrouver dans un an ici au même endroit, et on aura encore beaucoup de choses qu'on aura découvert. Donc, humble, tester, échouer, et avancer. Thomas, pour conclure? Oui, moi je compléterai en disant faire attention à ne pas souffrir du biais de subjectivité. Quand on est de l'intérieur, tous les dirigeants ont toujours l'impression que leur métier ne sera pas disrupté parce que eux c'est spécial. Et quand ils regardent les choses de l'intérieur, on a toujours l'impression que nous, notre métier, ça va être plus difficile, ou il n'y a pas besoin, mais en fait, là, comme ça, il n'y a pas de valeur. Et en fait, jusqu'à ce que leur truc leur tombe sous le nez par le concurrent qui a tout automatisé, sur lequel la vie n'est plus la même, parce que tout simplement, on passe sa vie avec le client, sur les produits, les services, plutôt que de faire des processus manuels, jusqu'à ce que ce moment-là arrive, on se dit, mais non, c'est pas possible. Donc, il faut avoir cette espèce de modestie, effectivement, mais aussi de créativité, de recul pour dire, OK, mon métier me paraît évident. À un moment donné, je vais me retourner, ce sera plus du tout la même chose. Et à chaque fois que ça arrive, ça devient une évidence alors que ça ne l'était pas du tout avant. Donc moi, je dis aux dirigeants, aux leaders d'industrie, prenez du recul sur la situation parce que vous allez être surpris. Un grand merci à tous les deux. Je propose de les applaudir bien fort.